Hello, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode et je suis ravie d'avoir pu rencontrer Astrid Deballon. Cette femme, maman de 5 enfants, a réussi à créer son entreprise et aider les entrepreneurs et dirigeants à être alignés à qui ils sont pour être épanouis. Elle va nous révéler les secrets qui permettent de s'épanouir professionnellement sans y laisser sa peau. Se sentir bien tout en se réalisant professionnellement, c'est possible et même nécessaire, vous allez le voir. Je vous laisse à présent écouter notre conversation qui m'a personnellement beaucoup inspirée. Bonjour Astrid. Bonjour Merci Stéphanie. d'avoir accepté d'être l'invitée de mon podcast aujourd'hui. Du coup, je vais te demander un exercice qui n'est pas toujours apprécié, mais bon, qui est quand même hyper intéressant. C'est si tu veux nous partager quelle est ta zone de génie, en tout cas, qu'est-ce que tu fais pour aider les autres? Alors merci déjà de m'accueillir Stéphanie, je suis ravie d'être là et de te découvrir aussi parce qu'on ne se connaissait c'est pas. ça. Et alors quelle est ma zone de génie? Alors je ne sais pas si c'est une zone de génie, un don, mais j'entends la note des gens. Je sens ce qui sonne juste avec qui est la personne et ce qui sonne pas juste. Donc j'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants à rééquilibrer leur écosystème pour justement performer dans le bien-être et offrir au monde ce qu'ils ont de meilleur à plus grande échelle, parce que justement, ils seront vraiment dans leur essence, là où c'est le plus juste pour eux. Ok, je te remercie pour ça. Du coup, en fait, ce que tu arrives à voir, c'est si les gens ils sont vraiment alignés entre leurs projets et qui ils sont vraiment. Oui, c'est un ça. peu En l'idée. fait, je sens s'ils prennent la bonne direction ou pas, Ok. et s'ils sont à la bonne place. Sachant que ça peut évoluer dans la vie, hein, on n'a pas une place figée. Mhm. Par contre, je sens si c'est cohérent avec leur essence, tu vois. C'est une espèce d'harmonie. Mhm. Et quand ça sonne juste, tu es dans un état de flow qui te permet en fait de réaliser, de concrétiser tes projets avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de facilité que quand tu rames à contre-courant. Et ça, on ne nous l'a pas appris. Alors, il y a des personnes qui naturellement arrivent à s'écouter, à ressentir et à suivre ce flow. Mais en fait, beaucoup d'humains ont été à l'école, ont été éduqués et on veut bien faire en respectant les règles, les codes. Et finalement, moi, je leur apprends à finalement composer avec tout ça pour se retrouver et vivre une vie qui leur correspond, dans laquelle ils puissent à la fois servir avec leurs dons et surtout s'épanouir. Parce qu'on n'a qu'une vie, hein, donc si on n'arrive pas à la vivre un minimum avec du bonheur, bien que le bonheur, c'est un grand mot difficile à définir, c'est dommage. Du coup, ce que je trouve super intéressant en fait dans ce que tu fais et dans ce que tu exprimes, c'est que souvent, enfin, tu pourras me couper si tu trouves que je me trompe, mais dans la vie, en fait, on nous apprend vraiment le côté entrepreneurial, travail à plus large échelle, mais c'est d'un côté, et de l'autre côté, tu as tout ce qui est bien-être, se sentir bien, et en fait, on les met pas souvent en relation, tu vois, même dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment boulot, boulot, business. Et de l'autre côté, tu as santé, qui est autre chose, santé, bien-être, se sentir bien, être à l'écoute de soi. Et toi, tu arrives à faire corréler les deux, rejoindre les C'est deux. ça. Et du coup, à quel moment tu t'as senti qu'il y avait ce besoin, ou ça t'a parlé, ou ça t'est venu comment en fait? Alors, ça m'est venu comment? C'est il y a quelques années, quand je gérais des équipes. En fait, je travaillais avec un laboratoire allemand. Et en fait, je me rendais compte que j'atteignais mes objectifs, je bossais beaucoup, mais j'aimais le relationnel et mon métier, c'était beaucoup, beaucoup ça. Et je commençais à être dégoûtée de mon travail. Et j'étais de plus en plus fatiguée, je ne comprenais pas. Pourtant, je faisais un métier qui me plaisait, ça marchait bien, mes enfants allaient bien. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Et t'as pas le droit de te plaindre quand tu réussis tout, tu vois. Quand tu as coché toutes les cases, tu as la maison témoin de art et décoration, tu as les enfants qui sont beaux, intelligents, que vu de l'extérieur tout va bien, que ta boîte tourne bien, et qu'à l'intérieur c'est vide. Tu sais, tu as une espèce de vide intérieur, une espèce de trou noir, et tu te dis, mais il y a un bug, quoi. J'ai coché toutes les cases et au final, je suis pas heureuse, finalement. Et du coup, tu as fait comment à ce moment-là pour... tu t'es d'abord reconnecté à... Du coup, toi, tu as entamé quel processus? Alors, c'est marrant parce que à ce moment-là, j'avais parlé avec un prêtre. Ok. Et je lui ai dit, moi, il me dit le bonheur, c'est à l'intérieur.
Je lui dis, alors j'allais dire, t'es mignon, mais non, je n'ai pas dit t'es mignon. Mais l'idée, c'est ça, t'es mignon, Coco, mais moi, à l'intérieur, il y a un gouffre noir, quoi. Et je fais comment? Et il n'a pas su me répondre, en fait. Donc, voilà, il y avait quelque chose à aller chercher et à réajuster. Et en fait, des années après, avec le travail que j'ai fait sur moi, et puis quand tu te poses des questions, bah, tu trouves des réponses. Donc, j'ai commencé à regarder, à lire, à chercher, à me former, à faire des séminaires, à me faire coacher, à aller voir des thérapeutes. Enfin, j'ai fait vraiment beaucoup de travail. Et au final, ben, j'ai commencé à voir clair sur les contradictions que j'avais dans ma vie, les espaces où je ne me respectais pas, et finalement à toute la culpabilité qui faisait que je faisais énormément de choses par peur ou justement par culpabilité, et non pas par désir, par envie, par plaisir. Et finalement, ça sonnait faux. Et d'ailleurs, un jour, dans le laboratoire avec lequel je travaillais, faisait intervenir une coach. Et pour les leaders, pour les dirigeants. Et moi, j'avais dit, OK, moi, je veux bien participer à cette session. Et c'était sur le commercial. Alors moi, j'étais super forte. J'adorais ça et ça m'amusait, c'était un jeu. Et elle nous avait fait faire des mises en situation. Bon, clairement, j'avais fait une prestation de dingue. C'était top. Mais à la fin, elle dit, bah, Astrid, franchement, c'était super. Par contre, tu portes un masque. Et elle s'est arrêtée là. Et en fait, c'est comme si tu m'avais donné un coup de poignard, tu vois. C'est comme si je le sentais. C'était très juste. Elle a mis le doigt sur quelque chose que tu ressentais au fond. C'était très juste. Mais tu laisses pas quelqu'un dans cet état-là en disant tu portes un masque et tu démerdes-toi. Tu vois, et je me suis dit, mais en tant que coach, jamais j'ai envie de faire vivre ça à quelqu'un. T'as mis en lumière le problème, mais sans t'apporter de... Sans finalement m'amener à commencer à aller chercher à l'intérieur de moi les ressources pour faire tomber ce masque. Et en fait, on porte un masque quand on ne sait pas faire autrement et qu'on se sent tellement vulnérable qu'on est obligé à un moment donné de se protéger. Donc c'était un masque de protection. Et ça, du coup, tu l'as identifié. Enfin, une fois que tu l'avais identifié, tu t'es fait coacher sur ça, du coup, Alors non, en fait, j'ai beaucoup pleuré sur la route du retour en me disant mais elle a raison, mais je fais comment ? Parce que ça me rendait malheureuse, mais je ne savais pas faire autrement. Ouais. Et dans le processus dans lequel, de formation, de transformation que j'avais commencé, à un moment donné, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube d'un mec qui s'appelle Mani Essam, et qui est le fondateur de la méthode SENG, système d'alignement neuro-émotionnel, qui aujourd'hui, pour le moment, n'est plus enseigné. Mais il y a un livre qui est très, très bien qu'il a écrit qui s'appelle « Le muscle du bien-être ». Et je suis tombée sur une de ses vidéos et ça m'a interpellée ce qu'il disait. Il expliquait que le bonheur, c'est le bien-être, c'était un muscle et qu'on pouvait se remuscler à ça. Et ça m'avait interpellée. Et puis, bon, je l'ai laissé de côté parce que, je sais pas, il était un peu bizarre. Et puis, je suis retombée dessus. Et puis, un jour, je dis non, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille faire un séminaire. Et j'avais déjà fait pas mal de formations. Et là, je suis arrivée à ce séminaire. Donc, j'étais dans la pensée positive. J'avais quand même beaucoup travaillé sur moi. J'emmenais mes équipes. J'étais très positive. J'avais lu les bouquins sur la loi de l'attraction, ta pensée crée ta réalité. Mais là, on est passé à un autre niveau, en fait. Il a commencé, pendant le séminaire, à nous demander d'aller rechercher un moment de joie qu'on avait connu. Moi, j'étais dans la pensée positive. J'étais très positive. Je m'estimais être une femme positive. J'étais incapable de trouver un moment de joie dans ma vie. J'ai mis au moins 10 minutes avant de trouver un moment de joie. Et après, il fallait le ressentir, se remettre dans ce moment et le ressentir. J'étais incapable de ressentir la joie. Je ne savais pas ce qui se passait dans mon corps. Comme si tu étais carrément coupée. C'est ça, j'étais dissociée. Émotions, quoi. C'est ça, complètement. Et là, ça a été un électrochoc. Et j'ai commencé à réactiver un peu la joie à ce moment-là. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait. Et je suis rentrée, puis il y avait 2-3 petits exercices que nous avaient donnés, puis j'ai commencé à les pratiquer sur mon équipe un peu à la one again, là, enfin à la louche, rapide comme ça, parce que je ne maîtrisais pas les séquences. Et j'ai vu que les personnes m'envoyaient des messages après dans la journée en me disant, mais c'est génial, Astrid, je me sens tellement mieux. Je dis, mais c'est un truc de fou. Si je ne peux pas rester à bidouiller comme ça pendant des années avec un outil que je ne maîtrise pas. Et du coup, je me suis inscrite, j'ai fait la formation. D'accord. Et elle démarrait une semaine après.
Donc, c'était lastminute.com. Tout s'est enchaîné. C'est ça. Et donc, je me suis formée. Ça a été une grosse année de formation et de transformation. J'ai mis en pratique les outils dans ma vie tous les jours. Vraiment du fitness. J'ai fait mon petit fitness tous les jours. Et ça a complètement transformé ma vie. J'ai commencé à retrouver de l'estime pour moi, retrouver confiance en moi, malgré tout ce qu'on pouvait voir à l'extérieur où je donnais l'image d'une femme qui avait confiance en elle. À l'intérieur, je tremblais, quoi. Donc ça a chamboulé énormément ma vie. Ça a foutu le bordel dans mon couple parce que mon couple était pas sain du tout. Et quand tu retrouves l'estime de toi, la personne qui te contrôle, elle aime pas ça. Okay. Ouais, elle te connaît pas comme ça, du coup. C'est ça. Ouais. Mais finalement, ça m'a permis de revivre. J'étais marrant parce que je savais à l'époque, j'avais un compteur dans la tête et je savais que si je restais dans ce couple, dans cette vie, j'avais 2 ans d'espérance de vie. Ah ouais. C'était trop bizarre comme truc. D'accord. Un truc inconscient un peu. Ouais, c'est ça. Mais en fait, comme si tu regardes l'horloge qui tourne et que tu dis, de toute façon, si je reste là-dedans, c'est fini. D'accord. En fait, en le sachant, mais dans l'incapacité de faire différemment. C'est ça. Mais en fait, là, j'ai trouvé les outils en fait, qui m'ont permis de sortir de cette situation et surtout de ne pas y revenir. Parce que c'est un peu ces phénomènes d'emprise, tu vois. Et quand tu t'en vas, c'est comme si tu laissais une partie de toi, un morceau de toi. Donc, il faut le récupérer, ce morceau-là, tu vois. T'es à la fois dissocié et écartelé, enfin, tu vois, morcelé. Et donc, ça a été vraiment un processus de guérison. Il y a une véritable transformation en plus. Puis ce qui est super intéressant à relever dans ce que tu dis, c'est que souvent, beaucoup de personnes peuvent se dire, de toute façon, c'est comme ça, je suis pas bien, mais c'est comme ça, il y a pire, etc. Et en fait, tu mets bien le point sur le fait que c'est un muscle, entre guillemets, et qu'à partir du moment où tu réalises que personne n'est vraiment totalement confiant, personne... ça se travaille au quotidien. C'est ça. C'est important aussi de le savoir parce qu'on peut s'imaginer que tout le monde est né d'une certaine manière, alors que c'est comme les muscles à la salle de sport, comme tu fais bien la métaphore, mais du coup, c'est exact. On ne peut pas dire qu'il y en a qui naissent heureux et d'autres malheureux, en fait. J'aime bien dire à mes clients, parfois ils me disent « Ouais, mais moi, c'est pas évident. » Je dis « Non, mais arrête tes bêtises, là. Toi, le créateur, la personne qui a fait ou l'énergie, ou ce que tu veux, ou Dieu qui a fait et qui t'a créé, il s'est dit « Celui-là, je vais le faire tout pourri. » Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on a tous cette capacité à réactiver ce muscle et à devenir des bodybuilders du bien-être. Tu vois, vraiment. Ça demande une discipline c'est vraiment une discipline joyeuse. Ça demande un effort, mais ça vaut le coup. Et surtout, ça te rend beaucoup plus résilient derrière. Ça ne veut pas dire que ta vie, elle ne sera pas parfaite. Ça ne veut pas dire que tu ne seras plus jamais stressé de ta vie. Par contre, ton corps, ta physiologie, ça est tellement habitué à se sentir bien que dès que tu as ces moments-là, il y a tout ton corps qui va mettre en place des stratégies inconscientes pour te ramener dans un état de bien-être. Il va aller chercher. Tu n'as pas d'effort à le faire. Donc, tu vas switcher tes problèmes, switcher tes challenges avec une rapidité qui est impossible quand tu es en état de stress, en état de malaise, de tristesse, de colère permanente. Tu n'as pas accès à ta résilience dans ces états-là. Et puis, du coup, tu es beaucoup plus à l'écoute de toi. Enfin, l'écoute de soi, du coup, se développe plus. Et du coup, tu arrives à capter, là, non, ça me dérange. Alors que quand tu avais le masque au tout départ, je pense que tu ressentais plus ces choses-là. J'écoutais pas. Ce qui m'a pas empêché d'avoir des belles relations avec des personnes de mon équipe ou des choses comme ça. Mais c'est comme si, tu sais, ton aura, faut que je fasse attention au micro, ton aura, quand tu la réduis, tu te minimises en fait. Ça. Ton énergie, elle peut pas se déployer. Ouais, tu es dans 2 mètres carrés alors que tu pourrais être dans une... C'est ça. Non seulement, c'était une très bonne image, tu es dans 2 mètres carrés, tu sens que tu es trop serré, mais tu t'obliges. Tu sais, c'est comme quand tu mets des vêtements trop petits. Tu sais, t'achètes des... bien ça. T'es trop serré dedans. Ça me parle. Et c'est pas agréable du tout. Et tu t'astreins tous les jours à être dans des vêtements trop petits. Mais allez, fais péter le bouton, quoi. Lâche, respire et déploie-toi. Le monde a besoin de ton énergie. C'est une belle image. C'est ça. Et tu vois, là, pour revenir sur du coup, les entrepreneurs, là, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui fleurissent. Enfin, l'entrepreneuriat, ça cartonne. Il y a beaucoup de gens qui sont en recherche d'autonomie, de liberté, voilà. Mais du coup, comment on peut se préparer aussi au fait
que il va falloir traverser des moments qui sont pas... le stress lié à l'entrepreneuriat, les difficultés liées à la charge mentale de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent se lancer pour les préparer au mieux à ce qui les attend? En fait, je leur dirais de préparer leur câblage interne avant de passer à l'action massivement. Alors, ça va être du chinois pour les personnes qui nous écoutent, mais en fait, préparer ton câblage interne, c'est ressentir dès maintenant l'énergie de toi qui est riche du succès de ton projet. Tu vois ? Et de sentir dans ton corps comment ça fait, comment cette personne qui est en train de réussir ce projet, comment elle respire, comment elle sourit, comment elle parle, quelle est sa posture, tu vois, comment elle se comporte, quels sont les lieux qu'elle fréquente, et que tu commences déjà à marcher comme elle dans la rue, à te positionner comme elle, à oser comme elle, tu vois. Et c'est comme si, en fait, tu allais, tu sais, en physique quantique, tu peux imaginer des lignes de temps, tu allais sauter sur la ligne de temps où ce toi qui réussit ton projet existe déjà, et que tu la fusionnes avec ta ligne présente. Okay. Et en travaillant ça à l'intérieur, tu vas fluidifier, en fait, ton énergie va changer. Et du coup, la réponse de l'environnement à ton énergie va changer. Donc, tu vas commencer à attirer personnes, situations, circonstances qui vont te soutenir dans ton projet. La pire des choses quand tu es un entrepreneur, c'est d'essayer d'avancer dans la peur et dans la contraction. Parce que là, ça va être difficile. Ouais, en fait, ça me fait penser à ce que tu disais quand tu disais qu'on t'avait fait reconnecter à un moment de joie. Et du coup, une fois que tu le ressens, tu sens vers quoi tu as envie d'aller. C'est un peu un peu ça, en fait. C'est ça. Du coup, pour voir si tu es vraiment en accord ou si là, il y a des freins, il y a des blocages. Et du coup, c'est peut-être pas tout à fait ça. Tu réalignes en fonction. Après, tu vas pas forcément faire que des choses plaisantes dans l'entrepreneuriat. Par contre, si ta vision, ton pourquoi tu le fais, tu sais ce que tu as envie d'offrir au monde avec ton projet, en fait, c'est un moteur qui te dépasse, en fait, qui est extrêmement puissant. Et donc, même les moments où il va falloir faire des efforts, te relever parce que ça ne s'est pas passé comme tu imaginais, mais si ça ne se passe pas comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à entendre et que c'est mieux derrière. Et en avançant dans cette dynamique-là, en fait, tu te laisses guider. En fait, j'aime bien dire, tu vas avancer les yeux fermés, mais le cœur ouvert, tu vois, tu vois rien, le chemin, il n'est pas tout dessiné. Tu sens que là, pour le moment, il faut que tu ailles dans cette direction, vas-y, mais le chemin, il va se dessiner en faisant. Ouais, tu ne sais jamais vraiment à l'avance, mais tu es porté par quelque chose, en tout cas, qui est plus grand que toi qui vient vraiment de toi. Et c'est cette énergie-là qui fait que, de toute façon, tu as confiance aussi là où la vie va t'amener, en fait. C'est ça un peu le... Oui, c'est ça. En fait, bouge-toi en dessinant une première ébauche, en te disant, ce sera ça ou mieux. Toi, laisse ouvert à autre chose. Mais t'enferme pas dans essayer de tout contrôler. Parce que là, oui, ça va être dur. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler. La vie est imprévisible de toute façon. Et du coup, les gens aussi qui se mettent, je pense aux gens qui vont nous regarder, mais du coup, qui veulent se mettre aussi à leur compte ou qui commencent dans l'entrepreneuriat et qui ont mille et une idées et qui se demandent justement cette zone de génie. Mais c'est quoi ma zone de génie? Mais moi, j'adore ça. Ou je vois rien. Enfin, qui sont un peu perdus. C'est quoi ta vision, toi, pour ça Alors, c'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a les personnes qui voient rien. Et là, peut-être qu'elles ne sont pas tout à fait prêtes. Ou, tu vois, s'il n'y a rien qui t'attire, c'est peut-être pas le bon moment. Parce qu'à un moment donné, il y a une petite flamme, il y a une petite lumière qui s'allume. Et tu as un projet, tu vois, quelque chose que tu aimes ou un centre d'intérêt. Et tu te dis, tiens, j'en ferais bien mon métier. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas forcément fait pour tout le monde, tu vois. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, je pense à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils veulent pas, en fait, qui sont pas bien là où ils sont. Ouais. Vraiment, et c'est une cause vraiment de mal-être et d'anxiété, de stress quotidien, parce qu'ils savent que là, ça va pas. Et du coup, ils cherchent plein d'idées. Je le vois en fait dans mes accompagnements, etc. Ils cherchent plein d'idées sans savoir où ils veulent aller. Donc, ils savent ce qu'ils veulent plus, mais ils n'arrivent pas à trouver vraiment ce qu'ils veulent. Alors, en fait, moi, j'ai envie de te dire, là, il faut prendre un bilan personnel avec moi. Okay, c'était pas du tout prévu dans le podcast. Non, c'était pas prévu. mais parce que j'utilise des outils qui me permettent de mettre des mots sur toi, justement savoir comment tu fonctionnes au niveau de ton énergie, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau de ton identité, quels sont tes potentiels actifs en permanence, ce pourquoi tu es doué naturellement, ce que tu es venu offrir au monde, ce qui te maintient en bonne santé. Et en fait, en regardant tout ça...
moi, ça me donne plein d'infos sur toi. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la personne me parle un petit peu et moi, je capte plein de choses, en fait, qui ne se voient pas. Elle est dans le brouillard, mais toi, tu arrives à Ouais, déceler. et souvent, j'arrive à voir, en fait, et à donner une direction. Si la personne est prête pour l'entrepreneuriat. Après, l'entrepreneuriat, c'est pas la voie unique quand tu n'es pas bien dans ton boulot et que tu veux changer. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, t'es un funambuliste quand tu es entrepreneur. C'est-à-dire que tu marches sur un fil et ce que tu aimes, c'est jouer sur ce fil. C'est tout le temps, finalement, réinvestir ce que tu gagnes, c'est te réinventer en permanence. Et si tu aimes une sécurité, avoir une sécurité, une stabilité, c'est pas fait pour toi. Il faut être un peu artiste pour être entrepreneur. Hein. Ouais, c'est bien cette balance entre sécurité et liberté. Il y a ce truc entre je vais être libre et je vais être sécurité. S'il y en a un qui prend le pas sur l'autre, du coup, ça sera pas... Mais c'est bien de le dire parce que souvent, on pense que l'entrepreneuriat, c'est le truc vraiment parfait pour tout le monde quand on est mal. Mais il y a des gens qui ont un fort besoin de sécurité ou un fort besoin de liberté. Je pense que c'est vraiment... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais cette balance... Il y a beaucoup de gens qui sont faits pour ça, mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les entrepreneurs à succès qui sont médiatisés. Mais finalement, il y a énormément d'entrepreneurs qui rament, quoi. Donc, la question à te poser, c'est... Voilà, est-ce que tu as un pourquoi et une vision qui sont tellement puissantes, mais limite qui t'arrachent les larmes des yeux. Enfin, tu vois, elle t'émeut quand tu y penses. Là, tu vas y arriver. Par contre, si c'est juste ton petit cerveau gauche qui te dit, bon, là, il y a un créneau qui est intéressant, je vais me mettre dans cette voie-là parce que d'ouvrir des centres d'esthétique avec de la chirurgie non invasive, en ce moment, c'est le truc qui buzz. Mais que ça ne te fait pas vibrer, bon, ça peut marcher, hein, si tu as un câblage business et que tu as déjà une expérience, ça peut marcher. Est-ce que ça va t'épanouir? Là, c'est autre chose. Et quand tu arrives à associer les deux, c'est là où tu donnes de la stabilité à ta marque. Et je dirais même si ton business, il se casse la gueule, en fait, tu as un circuit, tu as un câblage à l'intérieur et tu sais que tu as de la ressource et que tu vas pouvoir reconstruire quelque chose en un temps record parce que tu le vibres. T'as ce circuit-là. Ça me parle bien. Est-ce que du coup, l'intuition, alors ça aussi c'est un gros sujet, l'intuition, parce que c'est vrai que c'est bien de se fier à son intuition, mais alors après il y a intuition, j'écoute tout ce qui passe, tous les signes, et je vais vers une direction. Tu te sers de ça, t'en penses quoi en fait de l'intuition dans les choix, ce que tu ressens pour les opportunités par exemple? Ouais. Alors ça dépend de ton type énergétique et ton autorité intérieure. Tu vois, en human design, je regarde beaucoup ça. Il y a des personnes qui sont tellement connectées à leur corps et que oui, elles écoutent leur intuition. Tu vois, moi, il y a 10 ans, il fallait vraiment que je sois en état de danger ou qu'un de mes enfants soit un peu en danger pour que mon intuition me hurle dans la tête, tu vois, et que je puisse pas faire autrement. Mais j'étais pas tellement connectée, j'écoutais pas. Aujourd'hui, mon intuition, c'est ce que je ressens prend le dessus toujours sur ce que mon petit cerveau va me dire. Ok. Parce que je sais que c'est juste. Même parfois, c'est des trucs bizarres. Hein. C'est avec des clients, parfois, j'ai des intuitions ou des petites choses qui me viennent et je me dis non, je vais pas lui dire, c'est trop space. et puis j'amène le truc et puis il me dit oh, c'est fou que tu me dises ça. Ah ouais. Donc à force, j'ai appris vraiment que tout ce que je ressens ou les signaux, parfois il y a des mots aussi qui viennent dans ma tête, tu vois. C'est toujours juste. Du coup, tu te déconnectes du mental. Ouais, les gens qui cherchent l'intuition dans le mental, ah non, ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir. Par contre, le mental, on en a besoin pour organiser, structurer. Il est serviable, vraiment. C'est un des travers du développement personnel, c'est que les gens, ils sont perchés là-haut, quoi. Il faut aller les chercher, les dépercher, quoi. C'est à un moment donné, il y a une réalité matière. On construit des choses, on s'organise, et il faut marier les deux. Dans la société en général, là, on est vraiment en fait sur la performance. Enfin, je trouve déjà, j'ai des enfants scolarisés, donc déjà de petits, on dirait déjà qu'ils vont passer le bac. On est quand même assez sur la performance, sur faut y arriver. Les échecs, c'est pas très bien toléré. On les associe pas trop à une expérience, mais plutôt à un échec justement.
Et c'est un facteur quand même de stress pour les femmes, pour les dirigeants, pour les entrepreneuses. Comment gérer ce stress de l'ultra-performance? Comment s'autoriser à ne pas performer? Alors, ce qui est très dur, c'est d'encaisser des échecs quand tu n'es pas à la bonne place. Parce que ça génère, en fait, à l'intérieur, une espèce de panique. Finalement, tu te dis, bah, j'ai échoué, mais il faut que je réussisse. Sauf que c'est difficile pour moi, parce que c'est pas naturel. Je suis pas faite pour ce truc-là, tu vois. Et souvent, on le sait pas quand on est dans cet état-là. Donc ça fait mal. Et souvent, bah, il faut un burn-out, une dépression ou un gros coup pour finalement que tu te remettes dans ton axe. Et quand tu es dans ta zone de flow, en fait, tu es dans la performance sans effort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action, qu'il n'y a pas d'organisation, qu'il peut y avoir des moments où c'est plus dense, mais les résultats, ils arrivent presque malgré toi. Ils te dépassent, tu vois. Et là, tu sais que tu es au bon endroit. Ok, donc ce que j'entends, ce que tu me dis si je me trompe, c'est qu'en fait, quand tu ressens vraiment trop de stress, si vraiment le stress, il n'est pas... Parce que le stress, il peut être aussi très moteur et il n'est pas que... Attention, hein. Mais si tu sens un mauvais stress, qu'il est chronique, que tu te sens pas bien, parce que tu n'y arrives pas comme tu veux, que c'est forcé, en fait. Si j'entends quand c'est forcé, c'est que c'est pas bon. C'est que t'es pas au bon endroit. Quand tu forces tout le temps, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Okay. Et il faut l'entendre avant de te retrouver écrasé au sol, quoi. C'est ça, ouais. C'était ma prochaine question. Ouais. C'était comment on se construit un burn-out? Comment... Parce que souvent, on dit comment on l'évite. Moi, j'aimerais savoir comment on se le construit. C'est quoi les étapes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, en n'écoutant pas tous les signaux de ton corps et en étant dissocié, en dissociant ta performance intellectuelle de ton corps. Et c'est vrai que quand, justement, l'école nous éduque à la performance, et puis quand tu es intelligente, il y a beaucoup de profils neuroatypiques. En fait, quoi qu'ils touchent, ils réussissent. Donc, trouver là où tu as envie d'être et là où ça sonne juste pour toi, c'est très compliqué si on ne t'a jamais appris à te connecter à ton corps. Donc, tu peux te perdre dans la performance. Parce qu'il y a aussi un côté grisant, puis tu as le regard des autres qui t'en renvoie de la satisfaction, mais tu te perds à l'intérieur. Et souvent, si tu n'écoutes pas justement à l'intérieur de toi ce qui se passe, et si par exemple je te pose la question, voilà, quel est ton niveau de satisfaction de ta vie entre 0 et 10? Quel est ton niveau de bien-être aujourd'hui dans ta vie globale entre 0 et 10? Quel est ton niveau de certitude que c'est la vie que tu as envie de mener entre 0 et 10? Et que tu es en dessous de 8 sur 10, à au moins une de ces 3 questions, c'est qu'il y a un truc à régler. Mais c'est vrai que je relève ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant. C'est que dans la vie, en fait, à quel moment, à part si les parents ont cette notion d'aller voir un peu ce que leurs enfants ressentent, à quel moment de la scolarité où on nous demande vraiment comment on se sent? C'est une très bonne question, en fait, jamais. Tu vois? Jamais. Et alors qu'un enfant, intuitivement, il sait ce qui est bon pour lui. Nous, en tant que parents, notre rôle, c'est de lui donner un cadre sécurisé dans lequel il puisse justement expérimenter et évoluer. Mais c'est pas de l'enfermer dans le cadre. Et c'est un petit peu ce que fait le système scolaire aujourd'hui. T'es pas bon en maths, il faut que tu fasses plus de maths. Mais c'est l'inverse. T'es pas bon en maths, mais t'es bon en français, mais fais plus de français. Ouais, c'est vrai. Ça paraît tellement logique quand on entend. Va là où naturellement c'est fluide et c'est facile. Et par contre, dans cet espace-là, apprends. C'est Mozart, sans cours de piano, il a un talent, mais s'il ne l'exploite pas, ça ne sert à rien. Toi, tu sens que tu as un bon coup de crayon. Dessine, inspire-toi, prends des cours, va à des expos. Fais que ça. C'est vrai, c'est hyper c'est tellement vrai en fait que ça, même par rapport aux émotions, les tout petits, ils montrent tout de suite leurs émotions. On leur prend un jouet, ils pleurent, on leur rend, ils rient, c'est rapide, c'est instantané. Et au fur et à mesure, nous les adultes, dans un esprit de protection, hein, j'imagine, on nous enferme, quand on était petit, ou même nous on peut le reproduire, mais du coup ne pleure pas, ne sois pas en colère, ça va passer. Et puis après dans l'école, il faut être dans le cadre, et du coup, je pense que petit à petit, on se coupe de tout ça. Et du coup, toi, tu aides les gens à se reconnecter à ça. C'est ça, en fait, moi, je répare l'éducation, j'accompagne les personnes justement à se déformater pour se retrouver. Et en tant que parent, du coup, c'est vraiment le rôle pour toi des parents
tu vois, dans le système scolaire, du coup, ben, par exemple, concrètement, je vais prendre un enfant, il est nul en maths. Donc, ben, le système scolaire va dire, ben, il faut être fort en maths. Du coup, je sais pas, tu conseillerais quoi Alors, aux parents, quoi? c'est très intéressant que tu me poses cette question parce que c'est une réflexion que j'ai depuis quelques temps. Je me disais, si j'étais maman aujourd'hui, parce que moi, mes enfants sont grands, tu vois, j'ai 5 enfants entre 16 et 24 ans, donc ils sont grands. Est-ce que je le mettrais à l'école? Tu vois, j'en sais rien. J'en sais rien. Et je sais, honnêtement, je sais pas, j'ai pas de réponse à cette question, tu vois. Parce que à la fois la personne, enfin, tu vois, l'humain doit être en capacité de gérer la contrainte aussi, tu vois, pour ne pas devenir complètement associable. Et en même temps, où est la limite entre ce qui est tolérable et ce qui va être destructeur? Et pour moi, aujourd'hui, le système scolaire est plus du tout adapté aux enfants. Tu vois, tu mets un gamin qui est assis toute la journée sur une chaise, mais c'est anti-physiologique. Enfin, un enfant, il a besoin de bouger. Pourquoi il y a autant de gamins hyperactifs? Bien sûr. C'est juste que la nature reprend le dessus. À un moment donné, c'est des enfants qui ont besoin d'être hyper connectés à la nature, les enfants hyperactifs. Donc, on va être obligé, je pense, de toute façon, de revoir complètement le système scolaire à un moment donné. Bon, déjà, il y a des écoles un peu hors normes là, qui sortent un peu, qui poussent un peu de partout, et c'est génial. Mais dans le système actuel, et je vois en plus des enseignants qui sont extraordinaires. Bon, il y en a, ils en ont rien à foutre, tu vois. Ils sont voilà, ils sont ronron plan dans leur truc. Mais il y en a qui sont extraordinaires. Il y en a qui veulent vraiment. Ouais. Et puis c'est pas facile parce qu'il y a aussi une déficience au niveau de l'éducation, parce que beaucoup de parents sont démunis et ne savent pas quoi faire avec un enfant pour l'aider à grandir et en même temps que ça ne devienne pas un tyran. Et aujourd'hui, il y a tous les tablettes, les ordinateurs, les téléphones. Donc les gamins sont hyper sollicités. Pour toi, tout ce qui est ça, là, justement, tout ce qui est tablette, téléphone, etc., est-ce que ça favorise, parce que quand même, en termes d'horaire journalière, et je ne parle pas que des enfants, mais même des adultes, c'est quand même un temps passé considérable, hein, je pense, pour la plupart des personnes. Ouais. Est-ce que ça te déconnecte de toi-même? Je sais pas, parce que tu vois, moi, je bosse énormément sur mon ordinateur, avec mon téléphone, donc j'y suis beaucoup. Par contre, je pense que quand tu es vraiment dans un espace de construction de projet ou de vie qui est sain, en fait, dès que je peux décrocher, je décroche parce que ça me nourrit pas, en fait. C'est pas, je vais pas passer des heures et des heures à scroller sur les réseaux. Je m'en fous. Moi, ce que je regarde, c'est je publie de la valeur. Je sélectionne, tu vois, dans mes réseaux les personnes qui m'intéressent et qui m'apportent de la valeur, qui m'inspirent. Donc, sur mes fils d'actualité, en fait, je ne vois que ça. Ouais. Dès que ça ne m'intéresse pas, pouf, je ne suis pas. Et du coup, finalement, c'est serviable. Mais il faut savoir l'utiliser et je pense avoir un minimum de bien-être dans sa vie pour ne pas fuir, justement, et s'échapper dans ces espaces-là. C'est ça, c'est un échappatoire, en fait. Et au moment où on pourrait un peu se poser sur soi, juste respirer, ouais. Par exemple, se concentrer sur sa respiration, on va sur les réseaux sociaux, par exemple, peu importe. Et c'est vrai que en fait, ça participe aussi, tu vois. C'est ça. En fait, tu as tout de suite un sentiment de bien-être quand tu regardes des trucs de bouffe. Alors ça m'arrive. Moi, c'est un truc qui me détend d'aller chercher des idées de recettes, sachant que je ne cuisine pas énormément. Mais je me dis, tiens, t'as les idées. C'est ça. Et, mais en fait, ça nous donne des shoots de dopamine, tu vois. Donc, oui, ça peut devenir addictif. Mais quand tu deviens... C'est comme toutes les addictions. Quand tu deviens addict à quelque chose, ça dit quelque chose sur toi et sur un espace vide qui a besoin d'être entendu. Et pour nos enfants, c'est pareil. Hein. Pour nos enfants, c'est pareil. Ouais, c'est bien de... Et je pense que nous, on s'ennuyait quand on est... Enfin, je sais pas toi, mais quand on était petit, il n'y avait pas les tablettes. Et il y a des moments où c'est vraiment chier, quoi. Oui, on attendait beaucoup. On attendait beaucoup, ouais, c'est ça, devant l'école, aux activités. Et finalement, on regardait ce qu'il y avait autour de nous. C'est ça. Et on était face à nous-mêmes. Mais les enfants, maintenant, ils ont beaucoup de mal à s'ennuyer. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai 3. Et j'entends souvent, je m'ennuie. Souvent, ils s'ennuyer, c'est...
Ça fait presque peur, quoi. C'est presque difficile parce qu'on est toujours occupé, sollicité. Moi, c'est vrai qu'on ne s'occupait pas non plus de moi avec 1000 activités par jour. Hein. Je me débrouillais toute seule et puis voilà. Des fois, comme tu dis, je regardais les nuages, les voitures passer. Et du coup, ça ne m'inquiétait pas plus que ça. C'était la vie. Et c'est vrai que maintenant, on est un peu dans ce phénomène où il faut toujours être plus ou moins occupé cérébralement, je veux dire. Toujours avoir une activité, toujours être occupé. Et même des petits, hein, les enfants, ils ont quand même beaucoup d'activités extrascolaires petits. Qui font qu'ils sont toujours... alors, ils sont nourris, ça c'est bien, mais du coup, est-ce qu'ils ont du coup cet espace petit pour se reconnecter, se rebrancher, parce que tu parles beaucoup de se rebrancher à soi. Les petits, ils sont branchés à eux-mêmes, mais s'ils n'ont pas d'espace de respiration, ils n'ont pas d'inspiration. C'est intéressant, ça. J'ai bien un petit moucheron. L'inspiration vient dans ces moments-là, justement. Ces moments où il n'y a rien. Tu ne peux pas recevoir si tu n'es pas en état de réceptivité, si tu es plein. Donc, de temps en temps, de faire de l'espace, c'est là où, justement, tu vas capter d'autres choses. Et du coup, ça répond un peu à une question que je voulais te poser. C'était comment se rebrancher à soi-même. Donc, du coup, créer des espaces seuls, c'est ça un peu de... Apprivoiser la solitude. Parce que de toute façon, l'être humain, c'est un être de relation. On a besoin de relations, on a besoin d'interaction. On évolue grâce à ça. Mais on est seul face à nous-mêmes. Et au moment de notre dernier souffle, on sera seul face à la mort. Et si on est terrorisé quand on est seul avec nous-mêmes, ça va être compliqué, quoi. Donc apprendre à être seul, apprendre à aller boire un verre seul, apprendre à, tu vois, à prendre des rendez-vous avec toi-même. C'est cool d'être avec toi, tu vois. Si toi, t'es pas bien avec toi-même, comment veux-tu que les autres soient bien avec toi? C'est ça. Puis du coup, tu apprends à te connaître. Et donc, tu sais vers quoi aussi... tu es plus connecté à ton intuition, du coup, puis même à tes besoins. En fait, ces moments où on est tout seul, ça permet aussi de prendre du recul, ça permet de digérer peut-être des émotions qu'on n'a pas eu le temps de gérer, tu vois. Je sais pas, tu as parlé avec quelqu'un et tu as senti que tu étais un peu envahi, mais c'était pas le moment de gérer ce truc-là, donc tu l'as mis un peu sous le tapis. Et tu vois, avoir c'est ça, c'est tiens, qu'est-ce qui s'est joué là? Tu vois, et dire ok, voilà. C'est une prise de recul, en fait. Ouais, c'est ça. Ça te permet de prendre de la hauteur, aussi de faire des réglages en disant bon, ok, là j'en suis là, où est-ce que j'ai envie vraiment d'aller, quelle relation j'ai envie d'avoir avec mes enfants, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui est chouette aussi déjà, tu vois, de se rendre compte que on a une vie géniale, quelle vie de couple j'ai envie d'avoir, comment je peux l'améliorer, tu vois, et tout ce qui n'est pas en évolution involue. Tu regardes la nature, une fleur qui pousse pas, elle est en train de mourir. Et nous, c'est pareil. Si on n'est pas dans un processus d'évolution et finalement d'amélioration continue, tu vois, on commence à prendre la pente descendante. Et du coup, dans ce que tu dis, en fait, c'est un peu dans ce quotidien où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de tout, en fait. C'est difficile de réussir à le faire, donc c'est bien de s'autoriser des temps comme ça. Et quand on est dirigeante ou entrepreneur ou qu'on veut engager des choses, est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu penses de la vulnérabilité dans ça? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme tu le disais tout à l'heure, mettent un masque pour se protéger et n'osent pas être vulnérables, c'est-à-dire montrer leur authenticité, montrer aussi leurs failles. Et quand on est dirigeante ou entrepreneuse, on veut montrer qu'on tient tout, et même, je dirais, même dans la vie de tous les jours, tout mener de front, etc. Et du coup, le fait de tout tenir parce qu'on ne peut pas montrer cette part de vulnérabilité, des fois, ça peut amener à plus du tout rien ressentir, à être pas bien, et voilà, stress et compagnie. Est-ce que toi, la vulnérabilité, c'est quelque chose... Comment on le dose, en fait, pour que ce soit une force, pas une faiblesse? Alors, oui, c'est ça. La vulnérabilité, il faut la doser. Enfin, dans ce que tu as montré sur les réseaux, enfin, si à chaque fois que tu dis « je veux montrer ma vulnérabilité », tu te filmes en train de pleurer ou d'être au fond du trou, bon, effectivement... moi, je vois pas l'intérêt, tu vois. Bien sûr qu'on a tous des moments de mou, bien sûr qu'on n'a pas une vie parfaite, bien sûr qu'il y a des hauts et des bas. On est humain. Donc, à partir du moment où on est humain, on est traversé par tout. Et on est tous traversés par les mêmes choses.
tu vois, que ce soit de la colère, du stress, de la frustration. Mais d'oser sa vulnérabilité, je pense que c'est se libérer surtout du fait de ce que les autres vont penser de qui tu es, de ce que tu fais. Et je pense que c'est des étapes, tu vois, tu t'autorises de plus en plus. Plus tu prends en confiance, plus tu prends l'estime. Parce qu'il y a un prix à payer aussi. Tu peux montrer ta vulnérabilité dès le départ. Est-ce que c'est ça qui va faire que ton business va mieux marcher? Je ne sais pas. En fait, ça me fait bizarre d'entendre ça. C'est plutôt que de se dire je vais montrer ma vulnérabilité, c'est je vais juste être moi. Tu vois, j'ai pas à montrer plus ça que ça. Oui, dans le fait de montrer, t'as l'impression qu'il faut en faire plus. C'est ça, mais voilà. En fait, non, je suis pas parfaite. J'ai pas réponse à tout. Mes vérités d'aujourd'hui sont certainement pas mes vérités de demain, parce que je suis en évolution comme tous les êtres humains, et c'est ok. Il y a des moments où je suis en forme, il y a des moments où je suis pas en forme. Voilà, mais c'est la vie. Par contre, j'aime ma vie et je suis heureuse dans ma vie. Tu vois? Donc, est-ce que être vulnérable, c'est... Parce que souvent, dans le burn-out, ce que je remarque en tout cas, c'est que souvent, c'est des gens qui sont forts. C'est pas des gens faibles, en fait, les gens du burn-out. En fait, de ce que je remarque, en tout cas, c'est des gens qui sont forts et qui montrent pas vraiment ce qu'ils ressentent parce qu'il faut aller au combat, parce qu'il faut montrer qu'on tient tout de front. Et à un moment, le corps, il dit stop. Et du coup, par exemple, pour ces personnes-là, savoir que on peut aussi montrer que des fois, on n'est pas tout le temps forte, mais que c'est pas pour ça qu'on va pas mener à bien nos projets, que c'est pas pour ça qu'on n'est pas quelqu'un de bien. En fait, c'est possible de montrer justement cette vulnérabilité quand tu es dans le bon espace. Mais quand tu es à côté de la plaque, tu vois, quand j'en reviens tout à l'heure, quand je te disais, je portais un masque, montrer ma vulnérabilité quand j'étais dans cet état-là, mais c'était pas possible, je m'écroulais. J'avais pas la possibilité de faire autrement, tu vois. Et les personnes qui prennent cette direction d'un burn-out, si elles n'entendent pas ce podcast ou si elles tombent pas... En fait, elles n'ont pas la possibilité de faire autrement. C'est une protection, c'est ce qui les maintient en vie. Et si elles n'ont pas cette protection, elles s'écroulent. Donc après, dans le processus de retrouvailles avec eux-mêmes, etc., et de travail sur soi, c'est un processus. Ça va se faire petit à petit. Et petit à petit, elles vont pouvoir s'ouvrir en sécurité et oser être en sécurité. Mais derrière, il y a un sac à dos monstrueux de croyances et d'engrammage à libérer, tu vois. Donc, être vulnérable, montre ta vulnérabilité, t'es un dirigeant hyper fort, machin, allez, autorise-toi à te mettre à pleurer en réunion, mais enfin, t'es pas en mesure de gérer les conséquences de ça. T'es pas armé pour. Donc, tu vois, il n'y a pas une réponse toute faite à ça. Du coup, quand même, s'autoriser des espaces ou être avec des personnes qui te permettent de le faire? Oui, ouais. En soupape, quoi. C'est ça. Par contre, ce qu'il faut entendre, c'est que si vraiment tu as cette carapace et que tu es dans la force, trouve quelqu'un pour t'accompagner, pour t'aider, que tu puisses être toi, que tu puisses souffler, enlever ton pantalon trop serré, là, et ta pièce de 2 mètres carrés. Et waouh, quoi. Ouvrir. Ouais, c'est ça. Tu respires et là, tu vas pouvoir t'épanouir. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est naturel pour l'être humain, ça, normalement. C'est qu'on est conçu pour ça. Ouais. C'est naturel. Quand tu regardes un enfant, c'est naturel. Ouais, mais on en revient toujours un peu à ça. Tu vois, les enfants, naturellement, tu vas aller les chercher à l'école quand ils sont petits, c'est possible qu'ils pleurent d'un coup parce que c'est trop plein de la journée qui sort, ça dure 10 minutes et puis après on passe à autre chose. Et puis petit à petit, avec les ne pleure pas ou toutes les injonctions qu'on peut recevoir, on camoufle tout ça. C'est ça. En fait, tu veux savoir vraiment qui tu es? Regarde qui tu étais quand tu avais 7 ans. Et là, tu vas... Tous tes potentiels étaient déjà là, naturels. C'est intéressant. Et si aujourd'hui, dans ta vie, la personne que tu étais quand tu avais 7 ans ne ressemble plus du tout au niveau... tu vois, c'est sa manière de réagir, son enthousiasme, ou même plutôt de sa discrétion. Tu vois, chacun a son... Bien sûr. Ça ressemble plus du tout, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. C'est un bon conseil, parce que c'est vrai qu'on regarde toujours plus loin, après, qu'est-ce que je veux devenir, comment je vais être à 80 ans, je veux pas avoir de regrets quand ça sera là. On pense toujours à après,
Et en fait, ça, c'est un super conseil, je trouve, qui peut vraiment servir. Ben, reconnecte-toi à quand tu avais 7 ans, regarde-toi, regarde des photos, repense à comment tu étais. Et les réponses, des fois, elles sont juste là, en fait. En fait, ce que tu es, tu l'es. Et on ne peut pas aller contre sa nature. Plus on essaye, plus on se prend des baffes. Et on peut éviter énormément d'épreuves. Alors, je parle des épreuves qu'on a finalement provoquées par notre attitude et par nos mauvaises décisions, parce nos décisions qu'on pensait bonnes, mais finalement on n'était pas en accord avec qui on est. Finalement, on se prend des tas d'épreuves à cause de ça, qui ont des conséquences aussi sur les gens qu'on aime, etc. Donc, après, c'est le processus de la vie. Mais plus un enfant apprend à se respecter petit dans qui il est, plus il va prendre un espèce de flot. Et bien sûr qu'il aura des épreuves, parce que ça fait partie de la vie. Tu n'es pas responsable de la personne qui va finalement arriver et mal te traiter alors que tu n'as rien fait. Elle s'est juste déchargée sur toi, tu n'y es pour rien. Mais par contre, si tu es dans cet état de flow, tu vas simplement dire, bon, ok, qu'est-ce que j'en fais ? Tu as le choix de la réaction que tu vas avoir. Est-ce que je la laisse me pourrir et puis toute ma vie, je vais me dire, ouais, mais le jour où cette personne-là, elle m'a détruite, ou est-ce que tu dis, bon, oui, ça m'a fait mal, ça va laisser une cicatrice, mais je vais mettre du baume dessus, puis je vais continuer à avancer, quoi. Si toi, maintenant, par exemple, tu pouvais retourner voir ta petite toi, Astrid de 7 ans, tu lui donnerais quoi comme conseil ? Tu lui dirais quoi ? En fait, je lui donnerais pas de conseils, elle savait déjà tout. C'est plutôt à elle de m'enseigner, tu vois. Ok. Et je savais pas tout ça, moi. J'ai vraiment vécu un processus de retrouvailles. Et je suis encore dedans, tu vois. C'est pas parfait, hein. Je suis pas parfaite. Par contre, je partage tout ce qui a fonctionné pour moi et qui a vraiment changé ma vie. Et cette petite fille, en fait, elle adorait se mettre sur le radiateur. Chez ma grand-mère, elle avait des radiateurs juste sous les fenêtres. Okay. Et sa maison donnait sur une place dans une petite ville où il y avait énormément de vie, énormément de mouvement. Et elle adorait s'asseoir sur le radiateur, tu vois, au chaud. Et ça, j'adore la chaleur. Moi, j'aime la chaleur. Et regarder les gens et les ressentir. Ah ouais. Tu vois ? Je ressentais leur vie. Et je pouvais passer des heures comme ça à admirer la beauté des gens. C'est fou, hein ? Et aujourd'hui, finalement, ce que je fais, c'est... Je pense qu'à l'époque, j'entendais déjà la note des gens. Donc... C'est beau. Donc, tu es totalement alignée à ta petite toi de 7 ans, du coup. Ouais, elle était hyper sensible, hyper angoissée aussi, tu vois. Et ça, en tant qu'adulte, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à gérer, vraiment. Okay. L'anxiété, l'angoisse, le stress, moi, c'était une anxieuse chronique. Hein. Ok, bienvenue au club. Mais finalement, c'est la vie qui m'a enseigné. Puis à un moment donné, tu te dis, soit tu tombes malade et tu te détruis, soit il faut que tu trouves des solutions et que tu comprennes pourquoi il y a ça, pourquoi tu es autant en stress. Et en fait, plus on essaye de contrôler, moins on a la foi dans cette énergie vitale qui est à l'intérieur de nous et on ne fait rien pour qu'elle soit là. C'est cette énergie source que l'on a en nous depuis notre création. Et bien cette énergie, elle fait battre notre cœur, elle nous fait respirer. On n'a pas à la contrôler. Et si tu la laisses justement circuler dans ta vie, parce que c'est la source de la vie en fait, t'arrêtes de t'agripper, d'essayer de contrôler. Et tu dis, ok, de toute façon, tout est cyclique, on va tous mourir, tout ce qui démarre a une fin. Et si je l'accepte pas, je peux pas vivre, quoi. Ouais, j'entends dans ce que tu dis, en fait, qu'il y a une certaine confiance aussi dans le processus. Ouais, dans la vie. Qui permet de lâcher, du coup. Dans la vie. Après, il y en a, ça va être la foi en Dieu, ça va être la foi dans l'univers, dans ce que tu veux, mais il y a quelque chose de tellement puissant à l'intérieur de nous. Et tu vois, si tu enlèves toutes les étiquettes finalement qu'on a, si tu enlèves ton corps, enfin, tu vois, ta carcasse, ta chair, enfin, tu vois, tu t'éloignes tout. Ton nom, ton prénom, ton identité de maman, de coach, tu vois, allez, hop, enlève tout. Tu vois, enlève toutes ces couches-là. Enlève toute ton histoire, ton avant, ton après, enlève tout. Il reste quoi ?
Ouais, c'est puissant, hein. C'est vraiment des questions qu'on ne se pose pas forcément au quotidien. C'est à ressentir, toi. Il se passe quoi quand tu enlèves tout ça? Et là, si tu te connectes à ça, c'est intemporel. C'est. Très bel outil à réutiliser. Comme moi, je suis infirmière de profession, je donne toujours des médicaments à mes invités, mais ils sont sans effet indésirable, ceux-là, parce que... Donc, je vais te laisser en prendre un. À l'intérieur, il y a des messages. Merci. Donc, tu peux verser dans ta main, parce que c'est un peu c'est compliqué trop de les mignon. prendre. Et du coup, moi, j'ai ma croyance que chaque message n'arrive pas par hasard à mes invités. Bon, c'est vrai que souvent, ça s'est avéré juste. Ah, j'en ai 2. Et du coup, tu peux me dire ce que tu en penses, si ça te parle ou pas. Je choisis l'un des 2 ou... Si tu veux lire les 2, lis les 2. Suis ton intuition. Voilà. Ouais, je vais lire les 2. Je vais lire les 2. Hop là. Alors, je commence par le rouge. J'ai la pilule rouge et la pilule verte. On est dans Matrix, là. Cool. C'est incroyable. J'ai choisi la rouge. Je vous lirai la verte après. Parfois, il y a recto verso. Alors là, ouais. Au moment des petits médicaments, c'est tout un... c'est petit, hein. Alors, lentement est le moyen le plus rapide d'arriver là où tu veux être. Mais carrément, ralentis pour accélérer. Ok. Ça, j'en suis convaincue. D'ailleurs, je sens quand c'est trop speed dans ma vie, c'est les moments où je vais marcher, où je sens que... Enfin, c'est pas bon. Ok. C'est pas bon. Et j'aime pas ça, d'ailleurs. Ouais, quand ça s'emballe trop. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, récemment... j'étais sous l'eau, clairement, parce que beaucoup de boulot. Avec l'explosion sur les réseaux, j'ai des demandes de partout, j'ai mes coachings qui sont overbookés et tout. Et ce que je disais à mon conjoint, je disais là, faut pas que ça dure trop longtemps parce que j'aime pas ça. Ouais. C'est contre-productif. Et je commence à faire du boulot qui me convient plus là. Ouais. Donc là, je viens d'embaucher une pépite et là, ça y est. Donc, je vais ralentir et je sais que c'est là où je suis la meilleure. Parce que le flow, il a un rythme régulier. Tu l'accélères pas, tu vois. Si tu accélères le flow, tu bois un peu la tasse. C'est pas agréable. Ouais, tu vois. Ouais. Et je vais lire la pilule verte avec un message rouge. Alors, la première personne qui doit croire en toi, c'est toi. Carrément. Si toi, tu crois pas en toi, personne va croire en toi. Et moi, je croyais pas en moi avant. Donc, je faisais confiance aux autres. Je pensais que ce que les autres disaient de moi était beaucoup plus important. Ouais. Et je me suis perdue là-dedans. Donc, c'est important de croire en toi et c'est toi qui sais. Tout part de... Ouais. Tout part de soi, en fait. C'est ça. C'est toi qui sais. Vraiment. Tu vois, toutes les personnes qui vont... moi, j'en ai fait partie, tu vois, qui vont chercher à l'extérieur les réponses. Tu sais, par moment, tu te dis, voilà, je vais aller voir tel thérapeute, je dois travailler là-dessus, machin, truc. Et finalement, en fait, tu attends que ce soit eux qui te disent. Mais non, personne n'a à te dire qui tu es et à te donner les réponses. Mais de toute façon, c'est des réponses en général qui ne fonctionnent pas. Enfin, on est toutes les deux coachs, donc je pense qu'on le sait. Ouais. Si on donne les réponses toutes faites, ça ne viendra pas de soi, et donc ça ne fonctionnera pas, ça sera des conseils, et du coup, les conseils, c'est pas... Alors, là où je temporise un petit peu tout ça, c'est que, tu vois, dans mes accompagnements, je ne fais pas que du coaching, je fais du mentorat et je donne des conseils, je donne des clés. Parce que, par moment, tu piétines, tu tournes en rond. Alors, on peut t'amener dans l'introspection et te poser des questions pour que tu trouves les réponses tout seul. Mais à un moment donné, quand on te donne une clé pour ouvrir la porte, tu gagnes 10 ans. Donc, moi, si tu veux regarder la personne tourner en rond et en disant « j'ai la clé, je ne vais pas te la donner », je ne peux pas, tu vois. Et donc, je transmets énormément de clés. Et ces clés, les personnes peuvent les transmettre ensuite à leurs équipes, à leur famille, à leurs enfants, enfin, elles les utilisent. Enfin, tu vois, l'idée, c'est d'ailleurs pour ça que j'accompagne des dirigeants et des entrepreneurs, c'est que ces personnes-là, je sais que si elles irradient leur essence en ayant les bonnes clés, elles vont impacter des centaines, voire des milliers de personnes. Et donc, c'est des personnes qui vont rayonner énormément. Donc, le travail que je fais avec elles, c'est pas que pour elles, c'est pour les centaines et les milliers de personnes qu'elles vont toucher derrière.
Tu vois. Là, c'est l'effet boule de neige, quoi. Exactement. Alors que si je fais juste du coaching de vie pour une personne finalement qui aura moins ce désir d'impacter à grande échelle, je vais servir moins de monde. Voilà. Ouais, c'est bien d'avoir les deux visions, effectivement, et de temporiser. Très bien, ça. Il faut temporiser. Je te remercie beaucoup, Astrid, parce qu'on arrive à la fin du podcast. Alors, dis-nous en plus, où on peut te retrouver, comment on te voit. Vas-y. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur Astrid de Ballon, et puis mon site internet www.astrideballon.com, voilà, qui est tout neuf, là, qui arrive justement dans quelques jours. De toute façon, je mettrai tout en description. Donc, quand le podcast servira, tout sera bien opérationnel. Et voilà, vous pouvez me retrouver là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, Astrid. Tu nous as apporté plein de conseils, même à moi. Ça donne vraiment envie de te suivre. Du coup, pour tous les entrepreneurs, les dirigeants, je pense qu'il y a vraiment, on sent la bienveillance et le professionnalisme. Donc, merci en tout cas vraiment pour tout ton partage d'expérience. Merci pour l'accueil, c'était délicieux. J'ai beaucoup apprécié notre échange. Et puis, écoutez, j'espère sincèrement que ce sera serviable pour les personnes qui vont écouter. C'est sûr. Merci bien. Avec plaisir.